bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Marc Gardi Diana du Média en ligne LFT. Bonjour Maïka. Bonjour Robert, bonjour aux co-débatteurs et bonjour aux téléspectateurs de cette belle émission. Également sur ces plateaux, nous sommes avec Serge Nseka du Journal de la Ville. Serge, bonjour. Bonjour à toi Obed, bonjour à ceux qui nous suivent et aux amis avec qui nous sommes sur ce plateau. Et Félix Chamala d'Amen TV. Félix, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tous les amis de DigiPresse et aussi à mes confrères qui sont ici. Alors, DigiPresse décrypte aujourd'hui l'ultimatum adressé au M23 expiré depuis 5 jours. L'M23 a ignoré cet ultimatum que comptent faire les gouvernements pour en finir avec l'M23 RDF. Et pendant ce temps, les opérations conjointes FARDC-UPDF se poursuivent dans la région du Béni, au Nord Kivu, mais également à Irumu. À Ituri, on va revenir sur la moisson de ces opérations conjointes. Et si on aura le temps, on pourra parler un peu politique avec le processus électoral à la République démocratique du Congo, faisant étude de l'inclusivité des élections à la République démocratique du Congo. Il nous reste 3 mois carrément pour que la RDC aille aux élections. Alors, je commence par vous, Marc Gardi Diana. Je rappelle que vous êtes de l'FT. L'ultimatum adressé au M23 par le gouvernement congolais a expiré il y a de cela 5 jours. Le M23 ignorait cet ultimatum et sur le terrain, le M23 a tenté de reconquérir quelques agglomérations dans les massifs Rujuru. Merci pour la question. Je crois que la question du M23, quand on regarde la situation générale, je me rends compte qu'on est seul à pouvoir voir les choses différemment. Le prisme congolais dans la question ou encore dans le rapport avec le groupe armé n'est pas partagé par beaucoup parce que si je me rappelle encore la récente déclaration de Krou, je crois, quand je me rappelle encore des différentes déclarations des ambassades pourtant sortir de la session des Nations Unies, je me rends compte que le schéma d'une négociation semble être le choix opté par l'ensemble de la communauté internationale et d'autres partenaires, notamment certaines communautés sous-régionales. La question ici, c'est comme on a l'habitude de le dire, c'est la RDC ne veut pas. J'ai toujours dit, cette paix négociée a pris de discussions, compromis régulièrement, c'est ce qui nous emmène jusqu'à aujourd'hui à cette situation. Il faut qu'on tire les choses au clair aujourd'hui. Le rapport avec le M23, entre l'État congolais et le M23 est connu. Nous savons que derrière le M23, il y a d'autres forces, il y a des États comme le Rwanda, soutenus par d'autres. Et des grandes puissances qui bien évidemment le Rwanda. Ça, c'est devenu un discours presque anachronique, les gens l'ont entendu plusieurs fois, mais le problème, c'est qu'on veut changer de paradigme. Je rappelle ici que j'ai toujours dit aux gens, si on voulait la paix pour la paix, les méthodes et les stratégies utilisées autrefois qui permettaient des accalmies, on pouvait le faire, mais cette fois-ci, le Congo veut changer un peu d'approche. C'est qu'on a longtemps négocié, à chaque fois qu'il y a évolution, soit du régime politique, soit quand il y a des difficultés dans le tandem avec ces groupes armés, la résurgence arrive et finalement on se retrouve à la case départ. Maintenant, sur la question du M23, sommes-nous assez efficaces pour pouvoir continuer sur cette lancée-là, de ne pas négocier et d'espérer pouvoir obtenir gain de cause? Le président était clair à New York, je suis avec lui, il a dit pas question de négocier avec l'M23. Le lendemain, sur le terrain, l'M23 a menacé de récupérer quelques agglomérations. Et pourquoi, selon vous, Magadou Diana, le gouvernement s'en tient toujours à la feuille de route de Luanda, même de Nairobi? Bon, en fait, je vais vous rappeler ce que j'ai déjà dit sur ces plateaux ici. Dans cette feuille de route, c'est une feuille de route où on est parti de bonne foi. Mais en réalité, derrière, dès lors qu'on entre dans un processus où on nous établit en protagoniste avec le M23, c'est-à-dire on met à même pied d'égalité et que finalement, des part et d'autre, il y a des compromis à faire, la procédure était déjà biaisée à mon sens. Et je crois que dans la dynamique, je vous ai déjà dit, on est dans de communautés sous-régionales où autant que la RDC fait valoir sa posture de victime, autant les autres se servent également de ces genres d'éléments, notamment le Rwanda, pour faire valoir. Et finalement, on nous renvoie dos à dos pour nous demander de trouver un compromis. Et l'implication des autres répond à un schéma. C'est quoi le schéma? Ce qu'il faudra qu'on garde la ligne. Généralement, quand on vient des moments pareils, il faut qu'on courbe le chine, on négocie avec le mouvement rebelle, nous tombons dans le compromis et finalement, on va avoir cette semblant de paix.
Malheureusement, l'État congolais n'en veut pas. Le chef de l'État l'a dit, et quand vous dites pourquoi le M23 fait ça, c'est justement ça. C'est une réponse justement à la position. C'est-à-dire quand le chef de l'État... Comme à l'époque de Kounda à l'époque. Exactement. Hein, quand le chef de l'État CNDP maintient la position de la RDC, on trouve de moyens de pression, c'est continuer à tenter la progression dans la couverture de l'espace rebelle. Question de lui dire que nous, on ne démord pas non plus et que nous voulons également coûte que coûte cette forme de négociation. Et que derrière, quand vous parlez du M23, derrière, il y a beaucoup de forces, même aux Nations Unies. On a tenté de dissuader le chef de l'État par d'autres mécanismes. On donne champion de la paix dans la partie et c'est des techniques d'appât pour apaiser votre cœur et puis finalement vous emmener à faire ce qu'eux veulent. Donc aujourd'hui, on est presque dans un blocage. Le schéma, le prisme congolais n'est pas vu de la même manière par l'ensemble, non seulement de communautés, mais des autres forces. Pourquoi le gouvernement s'en tient toujours à cette feuille de route? J'ai déjà dit pourquoi. Qui est violée au jour le jour par le M23. Oui, je dis pourquoi, parce que quand vous êtes le seul à voir les choses différemment, le jour où l'État congolais décidera de sortir de cette feuille de route, c'est ce qu'on appelle pousser l'État congolais à la faute. C'est-à-dire, on va s'en servir justement pour justifier ce qui peut arriver après et la résurgence. On dira, l'État congolais n'a pas respecté, n'a pas voulu entrer dans la dynamique telle que souhaitée au niveau de la sous-région et que finalement, ça peut avoir beaucoup d'autres implications. L'État congolais ne veut pas tomber dans ce jeu-là, de prêter le flanc justement à ceux qui pensent qu'il faut forcément négocier. Donc, il doit continuer à pleurnicher chaque jour l'État congolais. Vous parlez de pleurnicher, je ne suis pas à ce niveau-là. C'est pourquoi je vous dis qu'ici, il faudra qu'on prouve à suffisance qu'on est assez fort pour aller malgré le refus, malgré le regard différent des autres, prouver à suffisance qu'on a le moyen de pouvoir rester droit dans nos bottes et faire imposer notre façon de voir les choses. Et ça nécessite beaucoup dans différents axes. Il faut que diplomatiquement, on a déjà fait suffisamment de bruit cette affaire aujourd'hui et presque évoquée dans les différents salons diplomatiques. La question de l'Est aujourd'hui, la vérité de fait est en train d'être rétablie, oui, mais maintenant, dans la responsabilité en tant qu'État, il faudra qu'on trouve le moyen. Et moi, j'ai toujours dit, sans vouloir faire de leçons à ceux qui maîtrisent mieux la question de la sécurité que moi, je pense que là où nous sommes arrivés avec cette situation, il n'y a que la force qui nous permettra de pouvoir avoir de l'ascendance et négocier autrement. Il faut qu'on impose ce respect-là par la puissance de feu. Je ne vois pas autre chose, surtout qu'on veut nous maintenir au sol pour continuer à faire les sales besognes comme on en a l'habitude dans cette question de l'Est. Merci Marc Gardidiana, Félix Chamala, d'Amen TV. L'ultimatum du gouvernement a expiré. Vous avez suivi le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, mais rien n'a été fait sur le terrain. La M23 a plutôt tenté de reconquérir certaines positions qu'il n'a même jamais quittées. Alors, pourquoi cette expiration sans que le FARDC ne puisse lancer des assauts? Je pense que ce mouvement du M23... Le VPM l'avait dit avec force. Bon, de dire avec force, c'est ce qui dérangerait au moins ce mouvement du M23. Vous savez que lorsqu'on déclare on n'ira pas faire le dialogue avec le mouvement du M23 parce que eux, dans leur tête, ils se consolident pour justement passer à un dialogue avec le gouvernement congolais et avec le pouvoir de Kinshasa parce qu'en eux, ils pensent, d'autres qui se retrouvent là-bas comme Congolais, ils pensent être Congolais plus que les autres qui sont... Le président était catégorique à New York. Oui, le président était catégorique parce que vous savez, ça a toujours cette occasion-là de nous remettre encore derrière. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui nous allons permettre à ce mouvement du M23 de dialoguer avec eux, nous allons les intégrer dans notre... armée, même chose que nous allons même dans notre gouvernement et ainsi de suite. Et c'est là ce qui nous appelle à chaque fois qu'on a été toujours infiltré. Pourquoi? Parce qu'on arrive à autoriser ou bien à faire intégrer des gens qui ne sont pas dignes dans le pouvoir, dans l'armée. Aujourd'hui, ça nous coûte cher. C'est pour cela, vous voyez, même... le M23 est en train de récupérer certains villages qui étaient déjà conquis par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le message de Félix Tshisekedi. Non, l'armée a riposté. Même malgré que l'armée a riposté. Le M23 a été repoussé pour gagner ses positions. Ils ont voulu au moins récupérer Vous avez suivi le porte-parole de l'armée certains villages. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une déclaration de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Obed, je voulais tout simplement vous dire que nous ne sommes pas encore dans cette case-là de la diplomatie, malgré que nous ne pouvons pas abandonner
cette voie diplomatique, mais sur le plan interne, surtout notre armée avec toutes ces formations qu'on est en train de vivre ces derniers temps, le chef de l'État s'est engagé au moins de faire améliorer les choses sur l'armée. Je pense qu'aujourd'hui, avec les 30 000 hommes qu'on aura d'ici près, ça va au moins faire renforcer que nous, en tant que Congolais, que nous puissions d'abord trouver solution sur le plan interne, parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez même le chef de l'État dire que la MONUSCO devrait au moins partir d'ici décembre, vous pensez que nous devons travailler sur le plan interne? Moi, je l'ai toujours dit, le chef de l'État, le départ de la MONUSCO, je vois aussi l'EAC comme MONUSCO bis, parce que jusqu'à ce moment, leur objectif, ne pas atteindre, ils sont là justement pour... Des chauves-souris, oui, il y aura au des niveau pétinant, l'Ouganda est accusé, la société civile appelle même le gouvernement à condamner l'attitude de Je vous ai l'Ouganda. toujours dit l'hypocrisie jouée par ce parrain qui sont dans l'EAC, ça n'arrivera pas à apporter au pays de bonnes choses. Même le chef de l'État l'a reconnu que cette communauté de l'EAC, sur le plan sécuritaire, sur cette question sécuritaire, cette communauté a rien à donner comme modèle ou bien à donner comme réussite à la République démocratique du Congo. Il est temps aujourd'hui que nous devons faire ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Faire disparaître ce mouvement de M23. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons partir Mike l'a bien dit quand il s'agit de dialoguer, en dialogue avec ce mouvement de M23, c'est ce qui ne fait pas que qu'on ne puisse pas tellement avoir une accalmie totale dans l'armée. Parce qu'il y a et ça affaiblit l'armée, il y a l'infiltration et quoi que ce soit. Et après même 2 ou 4 ans, 5 ans après, ils vont encore revenir sous une autre forme pour encore commencer à imposer, à intégrer une autre équipe qui est restée. Aujourd'hui, il est essentiel de rester dans cette position, de ne plus accorder à ce mouvement du M23, un dialogue, parce que leur accorder le dialogue, c'est affaiblir aussi notre armée, c'est affaiblir aussi le pouvoir de Kinshasa, parce que on en a vu beaucoup de dialogues au temps de Joseph Kabila, ça n'a rien apporté. Que faire? Aujourd'hui, il faut préparer la guerre, c'est-à-dire préparer ce qui est essentiel, affronter les M23, faire disparaître ce mouvement, parce que ça sera au moins l'essentiel pour l'instant. Ça sera au moins l'essentiel de faire, parce que ne faut pas se valer la face que ce M23 soutenu par le Rwanda, l'Ouganda, et aujourd'hui, même quand vous partez, parce que moi, ce que je me pose comme question, c'est cette au moins hypocrisie de la communauté internationale. Vous savez, quand vous avez la France qui vous annonce au niveau que non, le M23, le Rwanda devrait retirer ses troupes qui sont dans le M23, et dernièrement, on a suivi François Hollande un peu avec un discours qui ne tenait pas tout à fait debout à l'égard de la République démocratique du Congo, qui 2 fois n'arrivait pas à pointer le Rwanda face à face, qu'ils ont intégré l'air militaire dans le mouvement du M23, mais aujourd'hui, quand ils arrivent au moins à faire rappel, à dire au Rwanda de ceci, c'est aussi une façon d'interpeller la communauté internationale, malgré même qu'ils jouent le double G, mais il est essentiel de ne plus dialoguer avec ce mouvement du M23. L'essentiel, c'est de se préparer sur le plan interne et faire une guerre à eux. Merci Serge Seka du Journal de la Ville. Et le gouverneur militaire intérimaire, le général Thierry Mwami, a visité les troupes engagées au front. L'objectif, c'était remonter le moral des troupes, mais aussi, il a eu un tête-à-tête avec le commandement de l'EAC pour s'enquérir. Et vous le savez, la MONUSCO, les Nations Unies, avait dit que le M23 était super armée, qu'elle n'était pas à mesure de combattre le M23. Est-ce que peut-on dire la RDC joue à la stratégie, parce que pour résoudre le problème d'effectifs, mais aussi le problème d'équipement qui prend du temps avant qu'elle ne puisse lancer les offensives contre les FRDC, parce que pour lancer les offensives, il faut que cette fois-ci, qu'elle soit bonne, pourra finir une fois pour toutes avec la M23 et le Rwanda. Oui, plusieurs réflexions qui me viennent
à l'esprit par rapport à cette situation. On vient d'échanger des gouverneurs militaires. C'est pour changer quoi? En changeant les gouverneurs militaires, le commandement militaire aujourd'hui est sous la responsabilité de quelle autorité? Je fais allusion à ce qui est arrivé dernièrement avec les Ouazalendo. Pourquoi je dis cela? Apparemment, du côté congolais, c'est comme si on n'avait pas la même compréhension des objectifs à poursuivre. Nous voulons la paix. Nous voulons compter sur nos propres forces pour avancer, aller de l'avant. Il y a beaucoup de succès engagés par nos forces armées qui peut-être ne sont pas très médiatisés autant que ce que les M23 font de l'autre côté. Mais dans la compréhension des politiques des responsables militaires, qu'est-ce que nous voulons? Parce que si d'une part, il y a des forces en présence sur le terrain, des opérations, et qu'il y a un groupe qui peut se permettre à mener des opérations, et après on le met sous la responsabilité du gouverneur, je me dis, à quoi est-ce que nous jouons? Qui est le responsable? Qui répond des opérations, de ce qui se passe sur le terrain? Pourquoi je pose ces problèmes-là? Tout à l'heure, tu as posé la question à Diana pour savoir la démarche de la RDC qui a adhéré à plusieurs organisations, qui a signé les chartes de ça et là. Mais c'est la même République démocratique du Congo qui venait de lancer l'ultimatum au M23. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on atteint les limites comment on dit, du politiquement correct. On atteint, c'est-à-dire que le politique congolais sent que cette démarche-là des accords, de réunions, de meetings ne marche pas. Mais nous n'avons pas le courage de nous assumer. Tant qu'on restera dans cette logique-là, ça sera un peu les effets de l'anesthésie. On va nous endormir parce que nous voulons à la fois être politiquement corrects. Là, on parle de la diplomatie. Je ne sais pas quel contenu on peut donner à ce mot aujourd'hui. Mais au même moment, on aimerait nous assumer. Deux choses l'une. Ou on reste dans cette logique-là de suivre la France et les États-Unis, et où on s'assume. Les États-Unis, dernièrement, venaient de condamner le Rwanda. Mais là-dedans, il y a une incise. On condamne aussi les forces, les responsables militaires de la RDC qui soutiendrait les forces négatives contre le Rwanda. Mais c'est un prétexte toujours balayé par le gouvernement congolais. Mais non. C'est prétexte. Aucun FDLR n'a même jamais jeté une pierre sur le territoire rwandais. On le dit sur ces plateaux. Oui. Est-ce que là où les déclarations du genre que je venais de dire ici s'énoncent, nous avons la capacité de dire notre version de fait? Non. Mouya le dit ici à la RTNC devant nous. La République démocratique du Congo le dit dans les meetings politiques. Nous n'avons pas la capacité de dissuasion d'entrer dans une discussion avec des preuves montrées. Ce qui voudrait, à mon sens, dire que le politique congolais ne voit pas les choses de la même façon, n'ont pas les mêmes objectifs. Souvenez-vous, vers les années 40, quand De Gaulle a quitté la France, on l'a jugé par Pétain, par contumace. Avec un groupe d'amis, ils sont allés parce qu'ils n'ont pas voulu de ce qui est arrivé à la France. Mais le monde entier était là. Regardez Hitler marcher sur la France. Mais après, en 1945, qui étaient les héros? C'était De Gaulle qui a été condamné par son propre pays. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui veut toute chose de bien considérée, hein, Moutandis. Aujourd'hui, si nous voulons travailler pour la paix, mettons la paix comme l'objectif de la République démocratique du Congo, même si on peut être transgressif, même si on peut être paria de la communauté internationale, mais assumons-nous dans nos choix parce que, in fine, tant qu'on le fera des choses de bonne foi, avec toute détermination de 100 millions de population, l'histoire nous donnera raison. On ne peut pas être à la fois derrière EAC, derrière Lorenzo, et au même moment vouloir nous déterminer. Parce mais Serge, je vais vous relancer par la question. Est-ce la prolongation du mandat de l'EAC pendant 3 mois, c'est ce qui a handicapé même l'ultimatum lancé par la République démocratique du Congo? Je n'ai pas compris au même moment. Oui. Depuis des années, la population de Goma et du Congo tout entier
demande le départ de la MONUSCO, à un moment on s'arrange pour aller signer avec une communauté sous-régionale qui a des éléments contre nous. Qui avait repris les quelques... À la fin de l'ultimatum lancé presque à la fin de l'ultimatum, qui avait repris les terres? C'est le M23 soutenu par qui? Mais ce même pays-là ont leurs représentants dans l'EAC. C'est-à-dire, il nous manque de la logique. Moi, je pense qu'il y a déficit de réflexion dans ce pays. C'est-à-dire, si on a étudié un peu de la logique formelle, tout simplement, je ne parle pas de la logique mathématique, on ne devrait pas accepter que les gens qui ont leurs hommes dans une force qui nous agresse, c'est constituer un parti pour nous soutenir. C'est impossible. Alors, je cherche le mot pour le dire. Je cherche vraiment... C'est ce cas pour citer alors une question. Les FARDC peuvent-elles seules forcer l'homme 23 et le Rwanda de quitter la RDC maintenant? Oui. Je vais dire pourquoi. Parce que ça s'est déjà passé. Baouma et consorts étaient à la frontière du Rwanda, qui avait donné l'ordre à ses militaires de retourner. Parce qu'on avait l'avantage, qui avait demandé aux forces armées de la République démocratique du Congo d'arrêter. Ils avaient quels moyens? Il n'y avait pas la loi de programmation militaire, il n'y avait pas autant de militaires qu'on avait recrutés. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'avec la montée en nombre de militaires, on va trouver des solutions. Oui, mais pas nécessairement. C'est la stratégie politique. La guerre ne se gagne pas au niveau des troupes. La guerre ça se gagne au niveau de la stratégie, au niveau du commandement. Mais qui commande? Quelle vision on a? Quel rapport nous avons? Les rapports... La communication également. Normal. Elle est aussi communicationnelle dans la guerre. Le rapport occulte. Parce qu'il y a des gens qui disent quelque chose le jour, la nuit. Ils sont peut-être avec ces gens-là. En raison d'intérêt. Je ne voudrais pas citer les procès qui se sont réalisés ici et dont on ne parle presque plus. La communication, la voix de la RDC, pourquoi elle est inaudible? Quand Willy Ngoma sort, c'est pratiquement le monde entier. Willy Ngoma a lancé, je t'informe, tu le sais, Diana, la classe là dans les territoires occupés, Willy Ngoma. Il a parlé avec des enfants au nom du M23. Mais ça, c'est vraiment narguer la République démocratique du Congo. Au moment où l'ultimatum s'achève, c'est là ils occupent nos terres. C'est vraiment ne pas nous respecter. C'est-à-dire, pourquoi quand nous faisons... Que faire? Que faire au lieu de... Que faire? Je l'ai dit, oui. Nous devons nous assumer comme État, comme peuple, être transgressif, politiquement incorrect. Merci. C'est-à-dire, mettre tout ce que nous avons comme moyen là à l'essai. Le jour où nous allons avancer jusqu'aux frontières du Rwanda, Ouganda, le monde entier viendra ici. On va envoyer des émissaires ici et ça sera à nous de dire on ne vous reçoit pas maintenant, on vous reçoit dans 3 mois. Parce que maintenant nous allons à Washington pour quémander des audiences avec des petits fonctionnaires qui n'ont pas de responsabilité dans la décision, dans la prise de décision par rapport à l'avenir du Congo. Mais le jour où nous allons nous donner le moyen d'entrer même à Gisenyi, à Rumbaou, ces jours-là, ce ne seront pas les Rwandais, ce seront leurs parrains qui vont se dévoiler pour venir. Et c'est ça ce qui nous manque. Arrêtons avec des conciliabules. Je respecte beaucoup le ministre des Affaires étrangères, mais je trouve qu'on rentre dans une sorte de folklore qui ne dit pas son nom. On dit une chose avec beaucoup de conviction et demain, on les dénonce, on le regrette, et ça s'arrête là. Bon, la guerre, elle est stratégique. Peut-être les choses se font. Mais j'ai parlé des stratégies. J'ai parlé de la stratégie ici. Oui. Alors, et qui nous manque, qui fait défaut, même en matière de communication. Je ne pense pas que comme il y a sort. Mais la campagne Bendele Koyate, ça existe. Pardon? Bendele Koyate, la campagne, là, c'est par le porte-parole. Mais non. Il y a la campagne en direction de la population. Parce que la guerre, elle est aussi communicationnelle, vous le savez. Informer la population. Oui. Mais la cause de la République démocratique du Congo ne sera pas gagnée avec une communication en direction de la population. C'est très bien ce qui est fait ici. Je participe au briefing, je diffuse le message du gouvernement. Mais c'est insuffisant je dis, à l'international, notre voix est inaudible. On ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas parce que nous ne nous donnons pas les moyens de communiquer. Mais la RDC se fait attendre au fur et à mesure sur le plan mais international. Au fur et à mesure, mais quand est-ce que... Ce n'est plus comme il y a 5 ans. Pourquoi les fêtes des déclarations de M23 doivent retentir beaucoup plus fort? Mais la RDC doit avoir une armée numérique, vous le savez très bien. Mais écoutez, tu dis une chose de son contraire. C'est-à-dire que tu es en train de confirmer que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais si la M23, ce mouvement rebelle, peut utiliser utilement les médias... Merci, ensuite, vous avez pas beaucoup de temps. Que tout le monde je termine en disant ce que je venais de dire.
J'étais très choqué de voir le 1-23 dialoguer avec des enfants, lancer des... Mais cette école-là est encadrée par qui? Quel programme ils vont suivre? Merci. Du Ghana ou du Rwanda? Merci. Parce qu'ils ne sont pas avec la République démocratique du Marc Congo. Gardi, Diana, quel sort pour les nombreuses forces amies déployées à l'est de la République démocratique du Congo avec ce non-respect de la feuille de route par le M23 et le Rwanda? Et est-ce qu'on peut faire une corrélation avec la nomination de James Kabarebe, qui a été mis à la retraite et aujourd'hui a été nommé ministre d'État à l'intégration régionale? Est-ce que Kagame a trouvé des failles sur le plan diplomatique parce que James Kabarebe est tellement cité dans les soutiens du M23? Ce n'est pas seulement changer de costume militaire en costume diplomate, il doit continuer à soutenir le M23 visiblement cette fois-ci. Sur la question de James Kabarebe, je pense que ça c'est le raison connexe. La raison principale à mon sens, c'est que quand il y a eu cette vague de soulèvement populaire vers les États dictatoriaux, et que James Kabarebe, au regard de son passé, de son efficacité, le contrôle qu'il a sur le troupe, il fallait l'enlever dans le commandement de militaires et le remettre dans un rôle un peu plus politique, comme ça l'affaiblir un tout petit peu. Je pense. Mais après, il y a d'autres options. C'est que quand on a l'expérience de James Kabarebe, dans la stratégie, dans le haute sphère de commandement, il peut être utile, même si je pense que ce soit dans les questions d'ordre mondial ou sur la question de la guerre de l'Est, James Kabarebe est mieux en militaire qu'en ministre de la Défense. Mais bon, de toutes les façons, ça, c'est pas notre problème. Mais en gros, je pense que sur la question intérieure du M23, je veux revenir sur un élément que j'ai déjà évoqué ici. La multiplicité de groupes est, à mon sens, l'élément justificatif de l'opacité, la passivité de la RDC dans la gestion de cette question. Je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, on adhère dans deux causes pour être correct vis-à-vis des autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais d'emblée, nous savons que cette démarche-là n'allait pas nous apporter les résultats. Je ne connais aucun État dans le monde qui a attendu les dynamiques externes pour pouvoir instaurer une paix dont, dans le fond, chaque État, je dis bien chaque État de la sous-région profite d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. La zone Est est un vaste marché où, même pour des États qui n'ont pas des militaires là-bas, dans la sous-région, on profite d'une manière ou d'une autre. Il est inconcevable, à mon sens, qu'on arrive sur des schémas qui n'ont jamais marché. Et c'est là où je trouve encore, c'est là où je rappelle encore aux décideurs politiques, surtout au niveau de questions de sécurité, parce qu'on ne peut pas penser, réfléchir, voir les choses différemment, mais poser les actes contraires à la vision, ou encore utiliser, garder les mêmes méthodes qu'autrefois dans le passé et espérer avoir d'autres résultats. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, quelle est la dynamique? Quand on parle de la vision, quel est le vrai besoin de la RDC? C'est stopper la multiplicité, c'est-à-dire cette sorte d'effet de chaîne dans les questions sécuritaires. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre des problèmes, on ne fait que penser le plaid. Mais comment ça? Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui est expérimenté en matière de guerre. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, dans la gestion de la crise de l'Est, depuis que ça a commencé, on ne résout pas le problème dans le fond. On tombe dans les compromis. Ils vont, écoutez, vous voulez quoi? Nous, on a besoin de la paix. Ok, donnez-nous ceci, là. En retour, voilà les conditions. Nous, M23, on préfère rester encore intact. C'est la faiblesse de l'armée. Nous préférons rester comme un groupe et ils choisissent même où ils doivent être cantonnés. Et non seulement ça, même après avoir accepté le compromis, de temps en temps, ils agissent en tant que groupe. Alors que sur papier, on sait que le M23 a basculé dans autre chose et devenu un mouvement politique, évolué, et que c'est des gens qui prennent part à la gestion de la République. C'est ça notre plus grande faiblesse. Le problème, c'est que jusqu'à quand allons-nous continuer à voir les choses? Qu'est-ce qu'on a comme dette vis-à-vis non seulement du M23, mais de tous ces États qui en tirent profit pour que finalement on nous maintienne en haleine pendant autant d'années? Je réponds à cette question directe, c'est un peu ce que Nicolas Sarkozy disait à Joseph Kabila à l'époque, le Congo nous appartient à tous. Le Congo dans le monde est vu comme étant une réserve. Et que chaque puissance ne veut pas. Aujourd'hui, on peut parler de l'exemple Burkina Faso, le Mali et autres. Non, en Afrique, le Congo a d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec ces États de l'Afrique de l'Ouest, qui peuvent aujourd'hui s'affranchir de la France, qui est presque, à mon humble avis, parce que comme disent les Kinois, la France
militairement, diplomatiquement, je ne vois pas cette France-là être en mesure de mapper ces zones africaines. Mais en gros, ici, on veut en finir avec quelque chose, mais il faut se donner le moyen de notre politique. C'est quoi le moyen de notre politique? De lors que les autres sont engagés dans une dynamique. C'est là où, permets-moi d'ouvrir une brèche. Rapidement. Quand Serge Sek a parlé des faiblesses de la diplomatie, surtout le besoin de s'engager dans des approches diplomatiques, tout en sachant que ça ne va pas aboutir. Je pense que dans les approches diplomatiques, dans le contexte qui est le nôtre, la guerre n'essaie jamais gagner seule. Surtout quand on sait que la plupart de ces États sont impliqués. Il est préférable d'être dans les salons où se discute la question de la RDC que d'être absent. L'hypocrisie, c'est l'ADN, c'est la nature de rapport étatique entre États. Il n'y a pas de vrai, c'est intérêt. Quand je sens que j'ai de l'intérêt, il suffit de te maintenir en haleine, t'amadouer, t'appliquer de la pommade, je vais le faire tant que moi j'en gagne derrière. C'est ça la nature. Mais dans le fond aujourd'hui, quand on y va, il faudra qu'on aille pour imposer une ligne. Pas pour subir. Or, jusqu'à aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous continuons à subir. Nous allons en face de gens dont nous maîtrisons même les intérêts qu'ils ont. Dans la question qui nous dérange, mais en fin de compte, on reste trop, en fait, je vais utiliser le même terme que lui, on reste trop dans l'establishment, le politiquement correct. On veut offusquer personne. Non, à ces niveaux ici, le Congo a un passé, on a accumulé beaucoup de choses. Et je dis encore, je le répète, ce que nous voyons, ce que nous voulons, aucun État, ni dans la sous-région, ni dans le monde, ne veut voir les choses de la même manière, ne veut nous laisser libres et indépendants. Du coup, ici, il faut s'imposer par la force et après, on peut toujours, dans le soft power, trouver comment renouer avec la plupart des États sans pour autant s'offusquer et se mettre en autarcie. C'est possible. Aujourd'hui, je ne vois pas en dehors de biceps, qu'est-ce qui pourra renverser cette façon de voir où le Congo est un État faible qui, quand on donne une gifle à gauche, il tend l'autre au joue pour avoir une deuxième claque. Et en fin de compte, on tombera un peu à la manière de 2013 où on s'est décidé trop c'est trop, les quelques militaires sont allés au bout de M23, mais après, on rentre pour aller négocier en des termes comme si c'était une force capable de nuire encore sur le sol. C'est ça notre plus grande faiblesse. Merci. À ce niveau ici, on veut y aller, donnons-nous le moyen. Je comprends aussi qu'on veut aller intelligemment parce qu'aujourd'hui, est-ce que militairement, c'est vrai, l'effectif, ce n'est pas seulement ce qui compte, mais stratégiquement, avons-nous eu le temps de faire la purge au sein de l'armée pour pouvoir amener le combat à d'autres dimensions, de lors qu'on sait que notre plus grande faiblesse, c'est le filtre qu'il y a dans l'armée, la capacité des autres à pouvoir se procurer des informations, même stratégiques chez nous, et qui peuvent tout faire dans l'œuf, toute initiative qu'on peut prendre en interne. Merci. Alors, Félix Tchamala, vous avez suivi le VEPM des Affaires étrangères, citant son collègue de la Défense, Jean-Pierre Bemba, que quelques hélicoptères de l'armée rwandaise ont atterri même au niveau du camp de Rumangabo. Ce n'est pas une manière de défier la République démocratique du Congo qui est appelée, je l'espère, à construire ce système de défense pour en finir avec de telles aventures. Bon, je pense, Obed, sur cette question-là. Vous savez, l'autre fois, je vous ai dit sur ce plateau que quand il s'agit de faire la guerre, homme 23, tout ce malfrat qui nous mène la vie difficile dans la partie est de la République démocratique du Congo, il faut de stratégie. Il faut mettre de stratégie, de moyens pour qu'on puisse arriver à faire ce qui est essentiel. Vous savez, une déclaration qui choque déjà, et quand on se prépare pour faire une guerre, ou bien on s'est dit nous attaquons la République. Ce n'est pas un match de football, vous le savez, hein, la RDC se prépare. Lorsqu'on s'attaque, parce que vous savez, le mouvement du M23 s'était déjà habitué, on attaque une année, 6 mois, 7 mois, on nous appelle autour d'une table, on négocie, et on s'est dit, on se partage de postes, nous participons aussi au sein de l'armée, mais aujourd'hui c'est ce qui est difficile. Ils voient que leur calcul, ce qu'ils pensaient déjà avoir au niveau de Kinshasa, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Kinshasa se prépare en sourdine pour au moins faire ce qui est essentiel, attaquer, et aussi qu'on ne puisse pas encore parler du M23. C'est ce qui est en train de se passer. Et le Rwanda est en train aussi de faire mieux. Faire mieux, ça signifie quoi? Le Rwanda est en train de renforcer encore ce mouvement de M23. Qui cache la forêt, il n'y a pas que le Rwanda. De provoquer, même l'Ouganda aussi, même tous ces parrains-là de l'EAC, ils sont derrière tout
toutes ces choses-là. Alors, le Rwanda est en train de renforcer le M23, de voir comment... Mais où en est-on avec le déploiement des troupes de la SADC qui était annoncé par le président au Botswana? Je pense que ça viendra au moment où on va d'abord que l'EAC a tellement... à 3 mois à jouer. On sait que ça viendra avec le temps. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le Rwanda avec le M23 sont en train de faire des choses justement pour avoir au moins qu'est-ce que Kinshasa penserait, est-ce qu'ils vont aussi répliquer, et quand ils répliqueront, ça sera de quelle façon, ça sera de quelle manière. Aujourd'hui, nous devons travailler au sein de notre armée avec les outils nécessaires qui pourront faire pour qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas parler du M23, parce que vous savez très bien que cette guerre ne peut pas tout à fait, on ne peut pas parler, ça fait 2 années qu'on parle de cette guerre dans la partie Est démocratique du Congo. Est-ce que nous devons terminer cette guerre en dialoguant toujours pour que demain que nous soyons toujours dérangés? Bon, je ne pense pas. Exclure la voie diplomatique, je ne pense pas aussi. Mais ce que je sais est que nous devons mettre de stratégie, parce que la stratégie de l'armée, on ne peut pas toujours dévaler sur la place publique. Je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire au fond, et que aussi cette population dans la partie est de la République démocratique du Congo... Et que doit faire le ministre de la communication? Bon, je pense aussi... Pourquoi aussi ne pas créer notre armée? Le ministre de la communication devrait aussi créer d'autres communications. Change aussi un concept pour moi qu'on arrive à mieux faire, parce que c'est comme quand aussi appeler de l'approcher, de lui apporter des propositions. Il y a un constat quand vous le mouvement du M23 ou bien les ennemis nous attaquent, on sait qu'il y a tellement une forte communication. Même vous allez voir que ce soit ceux de l'opposition, même certaines personnes de la majorité qui sont au pouvoir, nous publier sur les réseaux sociaux, on a récupéré ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais quand nos forces armées de la République démocratique du Congo récupèrent un territoire, récupèrent un coin, là la communication, ça semble un peu... mais à qui la faute? Bon, je pense que c'est aussi au ministre de la Communication, aussi au ministre de la Défense qui doit parler. On n'écoute pas bien la guerre, oui. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas... Même si la comparaison n'est pas raison, oui, à l'époque des Chiquaises, j'ai toujours dit aux gens, Laurent Kunda à l'époque. Il ne faut pas se mettre dans la tête, parce que c'était un ancien rebelle, il connaît au moins... l'art de la guerre. L'art de la guerre, cela ne veut pas faire de Jean-Pierre Bemba comme quelqu'un qui va faire taire le M23, quelqu'un qui va faire taire nos ennemis dans la partie Est de la République démocratique du Congo. L'essentiel, ce sont des stratégies et des moyens qu'on met sur place pour au moins mettre fin à cette guerre. Serge Nseka, on va se rendre rapidement dans le Grand Nord. La moisson, elle est bonne sur l'axe Bachou, Karuruma, Mwalika, mais sur l'axe Kikingi-Ndalia, les EDF se sont distingués dans le massacre des civils pendant ce temps. Le commandant de l'opération Sokola 1 est à Kampala. Ils sont en train d'évaluer avec UPDF les opérations conjointes FRDC-UPDF avant de lancer les opérations dans la partie ouest du territoire de Béni, même d'Irumu. Comment finir complètement avec les EDF? J'apprécie les efforts de nos voyants militaires qui sont sur le terrain. Je respecte l'engagement. Mais malheureusement, encore une fois, c'est un discours qui est rentré dans les décors. La manière même de le présenter tel que tu le dis là, c'est vraiment rentré dans les décors. En fait, il n'y a rien de nouveau. Et on prend un bout de terre là-bas. Déjà, ces terres-là ne sont pas sécurisées. Ce n'est pas qu'ils viennent, ils chassent nos militaires. Ils viennent, ils occupent les terres avec des populations de pauvres situations qui y vivent. Et ils font des déclarations. Voilà comment les choses se passent là-bas. Et c'est à ce moment-là que nous, on cherche à déployer les hommes et les moyens pour les déloger. Mais ça passe dans l'opinion comme si ce terrain-là, ils viennent pour chasser nos militaires. Souvent, il n'y a même pas d'accrochage. Quand ils arrivent, c'est une guerre asymétrique. Ils déciment. Et même ça aussi, ça doit rentrer. C'est asymétrique. Quand il y a une guerre asymétrique, ça signifie qu'il y a des moyens asymétriques. Oui, il faut adapter nos troupes. Donc, dire une guerre asymétrique, c'est-à-dire que c'est une guerre interminable et donc nous sommes incapables pour faire face.
Et ce sont des aveux qu'on n'aimerait plus entendre dans les chefs, ni des journalistes, ni de nos autorités. Mais quand on engage des succès comme ça, en dehors de cette émission, faisons le monitoring à l'interne. Combien de confrères, combien de plateaux parlent de ça? Nos sources d'informations aujourd'hui, si je vais au ministère de la Défense, je pourrais avoir des informations. Je ne demande pas des informations classées top secret, secret défense, mais des informations pour donner de l'espoir aux populations victimes et même à toute la population congolaise. Si je vais ici à la DDN ou chez Chiquez, le général, je pourrais avoir quelles informations? Donc, c'est-à-dire qu'on veut une chose et son contraire à la fois. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous contenter des bribes, des efforts, des bribes de succès, alors que le vrai problème, le problème des fonds, on ne le pose pas. Mais l'un des grands bastions des EDF a été détruit. Vous avez parlé... Les greniers des EDF, oui. Vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba, chacun dans son domaine. Oui. Mais moi, je ne comprends pas. Il s'agit de l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et ces deux messieurs-là, autant que tous les autres ministres, appliquent la politique du gouvernement. Est-ce que la RDC aujourd'hui, son gouvernement, est déterminé à vendre, à mettre sur la place publique la situation? On sort de temps à autre des livres blancs, mais ça s'arrête à quel niveau? Au niveau de la présentation. Dans votre rédaction, vous avez reçu des livres blancs publiés par le gouvernement de la République. On donne à quelques ambassades, mais c'est de cette façon-là. Je reviens encore une fois, comment finir avec cette tuerie des EDF à Bélier? Je dis, devenons transgressifs. Je pense que cette fois-ci, tu vas entendre. Devenons de hors la loi, entre guillemets. Faisons les choses. Bon, mettons le Congo au centre de l'action du gouvernement. Mettons la sécurité au centre du gouvernement. Comment voulez-vous on a le moyen de communiquer quand déjà au niveau des ministères de Finances, on a du mal même pour payer des petites factures. On a jusque-là, les gens qui ont travaillé à la francophonie, certains ne sont pas encore payés. Mais quand on doit... Là, la communication, lobbying médiatique, ça demande de moyens, ça demande de millions. Sommes-nous aujourd'hui sérieux, capables de débourser autant que tous les autres le font pour vendre, utiliser les lobbyistes étrangers et même nationaux pour faire parler du Congo? Non, on n'est pas encore à ce niveau-là. Merci. Magali Diana, dans 30 secondes, un petit mot sur les EDF. Un petit mot sur les EDF. Je crois qu'en 30 minutes, on ne saura rien dire. Moi, j'ai toujours cru et je pense toujours que c'est l'alibi parfait pour justifier les présences et les entrées intempestives des forces rwandaises et des autres autrefois sur le sol congolais. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une force négative comme toutes les autres qui mérite d'être élaguée et éradiquée. Je crois que le jour où on va réussir à mettre hors état de nuire ces mouvements-là, on va couper un peu l'herbe sous les pieds du Rwanda, qui justifie parfois, dans la plupart des cas, un bourreau qui n'a jamais fait même pas une victime d'une vache sur le sol rwandais. Bonjour le colibé. Merci, on est à la fin de l'émission. On devrait parler un peu de la politique avec les quid sur l'inclusivité des élections en République démocratique du Congo, avec la dernière déclaration de François Mwamba qui a posé des frustrations au niveau de l'Union sacrée Tchamalala. Dans 10 secondes, rapidement. Bon, moi je pense que le processus électoral avance au moins. Parce que jusqu'aujourd'hui, tout est clair. Kadima rassure toujours à la population congolaise qu'il y aura élection. Ce qui est en train de se faire pour l'instant, le Congolais, le travail est en train de se faire au bed. Tant pis peut-être pour ceux qui sont en train de prendre leurs pensées et mettre sur la tête de Kadima, parce que ce qui est en train de se passer pour aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle, parce que le calendrier est en train d'être respecté par la Chine. Merci Serge Seka. L'équipe de campagne du président Félix Tshisekedi, François Mwamba, a été recadré par la porte-parole du président.
Peut-on dire manque de communication ou bien manque de cohérence? Je pense que ça donne le là. Oui. Je sais que sera cette équipe-là le travail, quoi. Je crois, avant de publier des choses, ou dire des choses, quand on est à ce niveau, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'adversité, même par rapport à la candidature du président Tshisekedi, même si beaucoup d'officiers lui donnent gagnant, jusque-là sur le papier, mais il y a quand même des antipathies, il y a quand même des gens qui pensent le contraire. Avant de faire des déclarations, c'est pas... Il a parlé des Kadima. Moi, je suis très gêné quand on veut ramener les débats au niveau des individus. Kadima n'est rien, c'est la CENI. Dans la CENI, l'organe suprême, je pense que c'est la plénière. Donc, c'est-à-dire que quand on commence à personnaliser, à penser que parce que c'est moi, je dois... Alors, on risque même de tuer des bonnes volontés qui seraient là disposées à encourager. La CENI, c'est une structure citoyenne qui a été mise sur pied pour préserver la paix. Merci. Pas pour dire aux gens, Olinga, Teto Kene, Kadima et ses oies, ils doivent les comprendre. Sinon, on risque de brûler le pays. On est par le temps, vous êtes pénalisé. Alors, retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45, samedi à 9h40 et 16h45, heure de Kinshasa, et samedi et dimanche sur Digital Congo FM, sur 6.5, mais également à Béni, sur la radio-télé Graben Béni, RTGB. Nous disons merci beaucoup à notre confrère Nikes Kibelbel du journal Les Coulisses qui nous a aidé à préparer cette émission. Bon week-end chez vous, accompagné de votre chaleur.